ce document à la disposition de l'association. Du collectif. Et oui, elle en fait ce qu'elle veut. Mais je n'ai pas intégré des remarques sur cette loi parce que je n'ai pas eu le temps. Et par contre, je l'ai lu attentivement, la loi. Et moi, j'ai été très étonnée en discutant ce matin dans la voiture avec mes amis, de dire bon, on l'a rejeté parce qu'on l'a rejeté, voilà. De toute manière, voilà, on a rejeté le texte parce que il n'est pas, il est moins bon que la loi de 90. Alors, le premier argument peut-être que je donnerai tout de suite. Et on en a parlé tout à l'heure en aparté, avant qu'il y ait plus de gens maintenant, c'est que la loi de 90 péchait justement par un excès d'oubli, de simplification. Alors on a fait une loi qui a plu à tout le monde parce qu'en fait on n'est pas allé dans le fond des choses. Elle a plu à l'administration parce qu'elle s'est dit je vais avoir du pouvoir, je vais interpréter à ma manière. Elle a plu à la société parce qu'à cette époque-là, ça nous arrangeait, nous aussi, en tant que société civile, de pouvoir faire des chemins de traverse et être à côté sans être vraiment dans l'illégalité. Et quand j'ai relu cet exposé des motifs, j'étais vraiment très très contente de voir que mon interprétation de cet exposé des motifs est exactement la même que celle de M. Bardadi, que je lis beaucoup dans les journaux. Donc, et cet exposé des motifs, on a vraiment l'impression que ce n'est pas l'État qui l'a fait, que c'est la société civile en fait qui a constitué cet exposé des motifs parce que c'est un réquisitoire contre à la fois la loi et les pratiques de l'administration pendant tout ce temps-là. Ils disent on refait le texte et je vais simplement vous lire un petit paragraphe de l'exposé des motifs. C'est les associations créées dans le sillage de cette législation et dans l'enthousiasme des libertés et droits enfin reconnus à l'initiative citoyenne en vue dans l'ouverture et l'étendue de ce champ inexploré dans le passé. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'association, ce qui était vrai. Des conditions propices à leur participation effective à la démocratie locale qu'elle appelait de leur vœu. C'est le premier, voilà. La législation, la première législation, elle est venue de l'enthousiasme des libertés et des droits. En fait, on venait d'en avoir. Le deuxième point qui me semblait important aussi dans l'exposé des motifs, c'est ça, c'est critique de la loi de 90, c'est-à-dire que l'État dit pourquoi il refait la loi. Ce cadre élaboré, donc, dans les années 90, est mis en place dans un contexte crispé et frileux. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, a inévitablement imprégné son dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, la loi était crispée et frileuse. Puisque, voilà, la loi de 90. Il s'est révélé à l'épreuve du temps et de l'expérience totalement décalé. Et ces dispositions peu engageantes, pour ne pas dire décourageantes, à l'égard d'une aspiration citoyenne volontaire et impatiente de s'affirmer pleinement pour aller de l'avant et contribuer à la prise en charge de son destin. Ça veut dire qu'en fait, la loi de 90, d'après l'État, aurait empêché la société civile de se développer de manière harmonieuse et de manière efficace, etc. Ça, c'est toujours dans l'exposé des motifs. En vérité, la législation actuelle, donc la loi de 90, et cela est un fait admis, ça veut dire que, voilà, ils l'ont intégré, par être perçu, à tort ou à raison, comme l'expression d'une volonté de brider les initiatives et de verrouiller les espaces de prédilection du mouvement associatif. Elle s'est avérée ne plus être en mesure de constituer le cadre approprié et apte à accompagner l'évolution des associations sans freiner leur vocation à devenir une composante essentielle de la société civile. Donc c'est la constitution de la société civile qui est freinée en fait par cette loi, à l'expression de laquelle elles entendent contribuer. Vous voyez bien, donc les arguments qu'ils donnent, c'est qu'ils ne sont pas contents de la loi de 90, pas parce qu'elle est trop libérale,
parce qu'on est dans le cadre de la Constitution de 89, qui est une constitution libérale, hein, et pas parce qu'elle est libérale, pas parce qu'elle donne trop de pouvoir aux associations, mais c'est le contraire. C'est parce qu'en fait, elle n'en donne pas assez, qu'elle est mal rédigée, ça c'est mon interprétation, ce qui est vrai, et surtout qu'elle n'offre pas l'opportunité d'une constitution, d'une vraie société civile au sens à la fois politique, sociologique et juridique du terme. Alors, et du coup, ils nous disent ce qu'ils vont faire dans la loi. On va voir si l'exposé de motifs après correspond au contenu de la loi. Hein. Ça, c'est une deuxième étape. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, dans cette voie et dans cette direction, que les modifications et les changements envisagés pour répondre à cette exigence ont été formulés et introduits. Qu'est-ce qu'on fait? On va, premier point qui devrait être dans la loi, c'est l'assouplissement des conditions et modalités de constitution. C'est-à-dire qu'on va demander moins de choses, hein, pour faire une association, moins de paperasse, moins d'administration, de déclaration et d'agrément des associations. Alors il y a le terme agrément ici. On va en discuter tout à l'heure. Quand est-ce qu'il y a agrément, quand est-ce qu'il n'y a pas agrément, et qu'est-ce que ça veut dire l'agrément sur le plan juridique aussi. C'est très très important. En prenant en compte leurs compétences territoriales et les aspects inhérents à leur diversité. L'élargissement du champ ouvert à l'initiative associative, des voies de recours qui lui permettent de faire prévaloir ses droits et la défense de ses intérêts. C'est l'accès à la justice. Et là, c'est vrai que c'est assez bien déterminé à l'intérieur du truc. Les associations ont accès à la justice pour défendre leurs droits, avant d'être formées, déjà, et après leur formation, après, en disant quels sont les juges qui sont compétents, etc. Parce que c'était un vrai problème pour les juristes. Quels sont les juges qui sont compétents quand il y a un problème entre une association, entre l'association nationale, l'association locale, association régionale? Est-ce que c'est le tribunal administratif parce que c'est le ministère de l'Intérieur qu'on implique, etc. Toutes ces questions-là n'ont pas été réglées de manière précise par le droit. Et ça, c'est extrêmement important qu'on le fasse actuellement. Ça ne plaît pas beaucoup aux associations. Alors que c'est en leur faveur. Hein. La simplification du mode d'organisation et la nécessaire transparence dans le fonctionnement de l'association. C'est vrai que dans la loi de 90, on ne sait pas comment les associations vont fonctionner. On nous dit qu'il y a un statut. Est-ce que le statut est libre? Et après, l'administration, quand vous déposez votre statut, ils vous disent qu'il n'est pas légal. Parce que vous avez mis des choses auxquelles que vous ne devriez pas mettre, mais vous ne savez pas quelles sont les choses qui sont à mettre. Donc il faut que la loi dise quel est le minimum d'un statut. Pas un statut type, parce qu'on reviendrait à la loi de 87. Non, pas un statut type. Mais dire voilà les éléments qui doivent figurer dans un statut pour qu'une association puisse exister réellement. Le troisième, allègement des contrôles excessifs et lourds, c'est ce qu'on a subi, parce que l'administration a interprété la loi comme ça, et des procédures complexes et contraignantes qui relèvent d'une défiance peu acceptable à l'égard de l'association. Donc l'administration n'aime pas les associations. Dans tous les États qui sont constitués comme les nôtres, hein, l'administration n'aime pas la société civile, donc elle n'aime pas les associations. Bon. Le régime du financement des aides de soutien consenties aux associations, ça c'est un problème nodal, c'est un problème très important parce que les associations, il faut bien qu'elles vivent et pour vivre il faut de l'argent, tout simplement. La clarification de l'objet et de la nature des associations à caractère spécifique et la redéfinition du régime applicable. Ça on va voir qu'il y a des associations qui sont considérées comme des associations à part. Elles ont un moule associatif, ça commence par les associations religieuses, qui ont un statut à part, et c'est dit donc les associations religieuses, les associations sportives aussi, puisqu'ils sont gérés par deux textes différents, la loi sur le sport et puis la loi générale sur les associations. Et puis il y a
il y a d'autres associations aussi, la loi les énumère à l'intérieur, qui ont un statut spécifique, soit un double statut, c'est-à-dire qu'ils sont régis par deux droits différents. Comme les syndicats. Voilà. Oui. Le travail. Les syndicats sont à part. Hein. Oui, les syndicats, les associations, etc. La protection des associations contre les ingérences, des influences occultes et déclarées. Ça, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment juridiquement, ça, par contre, j'ai mis un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire une influence occulte ou déclarée? Bon, je crois que c'est votre interprétation. Oui, moi, je pense que c'est lié à la situation actuelle et le rapport un peu trouble des associations internationales par rapport aux associations algériennes, des liens qui sont liés et parce qu'on est dans une situation où l'État a peur que la révolution arrive par l'extérieur et que la société soit entraînée dedans. Voilà, je pense que c'est un argument politique. Hein. Oui. Voilà. La reconnaissance d'utilité publique au profit des associations qui œuvrent particulièrement en faveur du civisme dans toutes ces expressions, ça c'est normal, c'est l'exposé des motifs, mais ça il faut le définir. Qu'est-ce que c'est que le civisme et quelles sont les associations qui rentreraient dans ce moule, quelles sont les associations qui en seraient exclues. Voilà, donc bon là il faudrait qu'il y ait des textes et installation et l'activité des associations étrangères, ça c'est vrai que le texte réglemente de manière un peu plus précise que la loi de 90 le statut des associations étrangères. Moi je suis assez pour, honnêtement, en tant que juriste, hein, ça veut dire que les associations étrangères, ben nous on ne peut pas aller comme ça dans un pays et créer une association algérienne de droit algérien. Donc on serait contrôlé aussi en Amérique, en France, en Belgique, comme des associations étrangères qui ont un statut particulier. Parce que tout simplement, il y a un problème de nationalité. L'encouragement des assises, à tenir des assises en vue, bon voilà. Donc ça, c'est l'exposé des motifs. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans le caractère, enfin les articles de la loi, c'est-à-dire ce qui va, parce que l'exposé des motifs, il disparaît. Hein. Je veux dire, une fois que ça paraît au JO, on n'a plus accès à l'exposé des motifs et même le juge ne peut plus les utiliser pour interpréter la loi. Hein, puisque c'est juste pour la bureaucratie. Oui, j'ai une question. Ça fait rien. L'exposé des motifs. Ben, l'exposé des motifs sert à dire ce qu'il y a dans la loi. Alors, un exposé des motifs, c'est une tradition algérienne que j'aime beaucoup, moi, particulièrement en tant que chercheur, parce que ça me permet de voir quelle était l'intention politique du législateur. Parce que l'exposé des motifs est politique. Le droit, après, on organise ça sous forme de règles de droit. Et parfois, il y a des différences fondamentales entre l'exposé des motifs et le droit. L'exposé des motifs, si on prend par exemple, bon, on a un peu un héritage français hein, dans la manière de faire le droit. Si on prend par exemple en France, si vous avez envie de voir quel est le contenu du truc, vous allez sur le site du Sénat français, puisque c'est le Sénat qui fait son dernier, donc c'est lui qui met tout ça sur le site, et il vous donne les exposés des motifs. Ça permet à des gens comme moi qui font de la recherche ou qui font de l'enseignement de dire mais enfin il y a un petit problème ou de comprendre mieux tel ou tel article et ça permet surtout aussi aux juges de s'en emparer pour essayer d'interpréter le droit parce que c'est pas toujours très clair pour un juge et les nôtres c'est encore moins clair parce qu'ils sont moins bien formés de dire voilà dans tel article je vais l'interpréter plutôt dans telle direction ou dans telle direction même si là la liberté ou l'autonomie, j'allais dire, officielle, hein, il peut le faire. Mais c'est mieux s'il le fait, s'il voit qu'est-ce que voulait le législateur au moment où il a fait l'exposé des motifs. Chez nous, en Algérie, on s'est arrêté à mi-chemin. C'est-à-dire que les exposés des motifs, on les fait, ils sont obligatoires. Autrement, le Conseil d'État ne vous met pas le hockey sur la loi et ça se bloque là. D'autant plus que chez nous, c'est quand même l'exécutif qui fait la loi. C'est pas les parlementaires qui se font dans un coin et qui rédigent la loi. Hein. Tout est fait par les ministères. Et pour que cette proposition, enfin cette initiative de la loi donc de l'exécutif puisse aboutir au niveau du Parlement et puisse être discutée, il faut qu'il y ait un exposé des motifs. Hein, merci madame. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver,
et afin que vous vous situiez dans la réunion. Il y a eu un premier exposé sur la loi et les projets de déclaration qui ont été faits à 4 niveaux. Au niveau de notre collectif ici, 2 projets de déclaration, au niveau d'un collectif d'Oran et au niveau d'un parlementaire Tarek Mira. Je demanderai tout à l'heure à Ahmed Badawi de nous donner l'essentiel du texte de Tarek Mira. En ce qui concerne la procédure que nous devons utiliser ici, après l'exposé de Madame Grava, on va lui donner encore, 10 minutes pour nous présenter le texte. Oui. 10 minutes maximum pour lui donner, exposer le texte. Même moi. Hein. Allez, si vous faites moins. Nous, on a été généreux. C'est la première lecture du texte. Donc, il y a des points là que j'ai marqués simplement à l'article 2. Bon, vous n'avez pas tous la loi, donc je vais vous la lire. Vous lire l'article 2. Au sens de la présente loi, l'association est le regroupement de personnes physiques ou de personnes morales sur la base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ça, c'est quand même assez nouveau parce que les associations à durée déterminée, c'est comme le travail à durée déterminée, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que c'est des associations qui se fixent simplement un projet qui se constitue pour un projet particulier et qui se dissolvent d'elles-mêmes à la fin du projet, quoi. Nous, on ne connaît pas encore ce modèle d'association, mais ça existe ailleurs. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi dans la constitution des associations, c'est-à-dire les personnes physiques qui peuvent fonder, administrer, diriger une association sont. Il me semble qu'il y a un problème, il y a un point sur lequel il faudrait qu'on discute un petit peu, c'est ne pas avoir été condamné pour crime ou délit infamant et ou incompatible avec le domaine d'activité de l'association et n'ayant pas été réhabilité pour les membres dirigeants seulement. Hein. Voilà, c'est pas, on peut aller dans une association même quand on a été un ancien tolard et qu'on a été libéré. Hein. C'est simplement les membres dirigeants de l'association. Les membres dirigeants de l'association. Et la section? Attends, après, on posera des questions tout à l'heure. Hein. S'il vous plaît. Oui. Alors, pas d'intervention. Ça remplace d'ailleurs, moi je pense, je ne sais pas si c'est opportun, ça remplace un autre tiré de la loi de 90 qui dit pour les personnes n'ont pas eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale. On l'a retiré on l'a retiré ça de la loi du projet de loi. Bon, mon avis, c'est que ça semble comme peut-être qu'il n'y en a plus, hein, des gens qui ont eu une conduite internationale parce qu'ils sont vieux, ils sont morts, donc puis c'est fini, quoi, je veux dire. Hein, ou même s'ils ne sont pas morts, ils n'ont plus envie d'être dans l'associatif. Donc on est passé à autre chose, hein, c'est-à-dire on a supprimé ça. Bon, voilà, ça je voulais vous le dire. La constitution de l'association est soumise à une déclaration constitutive, c'est bien une déclaration. On est dans un régime déclaratif. Article 8, ça je te le dis pour toi, et la délivrance d'un récépissé d'enregistrement. Un récépissé d'enregistrement. Et un enregistrement, c'est obligatoire. Ça se fait dans tous les pays du monde. L'État enregistre les personnes morales, parce que ça devient une personne morale, en tout cas pour les juristes, les personnes morales qui naissent. Comme on crée une société, on enregistre la société, on crée une association, c'est l'État qui enregistre l'association. Ça, c'est clair. Alors, la déclaration est accompagnée de toutes les pièces déposées contre un récépissé de dépôt délivré immédiatement. Ça, c'est le récépissé de dépôt. Après, il y aura le récépissé d'enregistrement, c'est-à-dire qu'il y en a deux. Hein, c'est-à-dire quand on dépose, on nous donne un récépissé, et je trouve que c'est bien, parce que moi je peux aller en justice si on ne me répond pas au bout du temps écoulé. Et puis il y a une autre procédure qui est le récépissé d'enregistrement. C'est ça la déclaration, en fait. C'est ça le régime déclaratif. C'est les deux ensemble donnent ce qu'on appelle un régime déclaratif et non pas un régime d'agrément. Hein. L'agrément, c'est un acte administratif unilatéral de l'administration. L'administration prend un texte où elle dit j'agrée ou je n'agrée pas ce type d'association.
dans la déclaration, elle contrôle simplement. Alors les délais, ben, c'est un contrôle de légalité. Hein. Elle doit contrôler simplement si dans les statuts que j'ai moi-même organisés, parce que c'est nous qui faisons nos statuts, c'est la société civile, il n'y a pas de statut type. C'est nous qui décidons que, bon, il y a un président, il y a une assemblée générale, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va avoir des activités lucratives ou pas, etc., etc. Tout ça, c'est laissé à la liberté, hein, des associations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas que ce contrôle de légalité se transforme en contrôle d'opportunité. Hein, c'est-à-dire que l'administration, il faut simplement contrôler l'objet conforme et là, il faut qu'il y ait des textes réglementaires, parce qu'autrement, on va aller encore dans la